On parle d'électrification de nos usages dans ce débat avec Bénédicte Genton. Bonjour, bienvenue. Bonjour Thomas. Vous êtes délégué général de l'Union française de l'électricité et Clément Leroy, habitué de notre plateau, associé chez Wavestone. C'est vrai qu'on parle de sobriété, de décarbonation, mais le mot qui revient de plus en plus dans le débat public depuis quelques jours, quelques semaines, c'est l'électrification, voiture, logement, industrie. Pourquoi est-il devenu central? Où en est la France? On en parle tout de suite avec peut-être un mot pour redire ce qu'est Wavestone aujourd'hui, Clément Leroy, pour commencer. Wavestone, cabinet de conseil en transformation. On accompagne nos différents clients, en particulier dans le secteur de l'énergie, énergéticiens, industriels, collectivités locales, sur leur transformation, dont le sujet de l'électrification, qui est vraiment une tendance lourde. Ouais. Et cette Union française de l'électricité, vous regroupez qui ? Donc l'Union française de l'électricité, nous regroupons, c'est l'association professionnelle de la filière électrique, donc nous regroupons les producteurs d'électricité, les réseaux de transport et distribution, les fournisseurs, également les fournisseurs de services d'efficacité énergétique ou de pilotage ou de stockage. Et nous avons mis l'électrification au cœur de notre mission pour contribuer aux objectifs de souveraineté énergétique, de compétitivité et de pouvoir d'achat, et de lutte contre le changement climatique. Alors on va se demander pourquoi c'est devenu là en ce moment un sujet central. Pourquoi aujourd'hui, Clément ? Alors c'est vrai qu'on parle de plus en plus d'âge de l'électricité. On voit qu'il y a vraiment une tendance lourde, que ce soit au niveau français, mais au niveau international aussi. Alors pourquoi l'électricité ? Finalement, il y a une forme de consensus pour dire à la fois que l'électricité, ça permet de décarboner, quand les choix, en tout cas, de vecteurs de production sont les bons. On parle beaucoup de souveraineté, et dans un certain nombre de cas, les moyens de production permettent d'assurer une forme de souveraineté. Et puis également, c'est l'occasion aussi de se dire que c'est de la substitution. Donc c'est dans cette trajectoire à la fois économique et environnementale, une façon de substituer des usages fossiles, gaz, pétrole, etc., vers une électricité décarbonée, donc en fonction des moyens de production. Donc c'est vrai qu'on voit vraiment un aliment de planète. Oui, parce que c'est à la fois de la décarbonation et de la souveraineté. C'est ça. En faisant de la souveraineté, on fait de la décarbonation. Voilà. Et à un moment, on parle de backlash écologique. Finalement, c'est la partie économique qui prend le relais et qui vient asseoir cette stratégie. Oui, avec Bénédicte Genton, il faut, on l'a dit souvent dans cette émission, mais le rappeler, cette particularité française, avec une électricité qui est largement décarbonée, à quel point ça change la donne ? En effet, notre électricité, elle est parmi les plus décarbonées au monde, 95%, donc c'est un atout majeur. Et par ailleurs, cette électricité décarbonée, elle est aussi disponible à des prix très compétitifs. Quand on compare par rapport à nos voisins européens, allemands ou Italie, c'est une électricité qui est moins chère. Et les solutions électriques, par ailleurs, elles existent, elles sont disponibles et elles sont matures. Donc, en fait, toutes les conditions sont réunies pour permettre de passer à l'électrification. Et nous avons, cependant, on peut constater un paradoxe. C'est que l'électricité, aujourd'hui, ça représente que 1/4 de notre consommation énergétique. On a encore la moitié de nos usages qui dépendent des fossiles, le gaz et le pétrole, que ce soit pour le chauffage, l'industrie, etc. Je connaissais ce chiffre, mais il est surprenant, alors qu'on est dans un pays, effectivement, avec le nucléaire depuis des décennies et les renouvelables qui se développent. On est encore très dépendant des fossiles. Voilà, notamment, effectivement, pour certains usages. En particulier, c'est pour la mobilité. C'est les transports routiers qui sont très, très largement aujourd'hui, presque plus de 95%, et l'industrie, effectivement. Et on a un objectif qui a été fixé dans le projet de stratégie nationale bas carbone, enfin la feuille de route climatique du gouvernement, qui est que cette part de l'électricité, elle doit passer d'ici 2050 à 50% à peu près. Donc en fait, voilà, passer d'à peu près 1/4 à la moitié. Il faut vraiment accélérer. Eh ben justement, vous parliez de l'âge de l'électricité. Vous la sentez, cette accélération, Clément ? Alors, dans le discours politique, on voit aujourd'hui que c'est omniprésent. Il y a eu les publications, la programmation pluriannuelle de l'énergie, juste après un plan d'électrification que l'État a mis sur la table. Et puis, plus largement, chez les énergéticiens, auprès des industriels, il y a vraiment un intérêt aujourd'hui d'accélérer. Alors, c'est vrai en France, c'est vrai aussi à l'international. Pour autant, la France, je pense, est le pays qui a le plus abouti ce plan très consolidé, qui a différents volets, la partie production, la partie usage. Donc ça, pour le coup, pour une fois, on peut faire cocorico, éviter de voir que le verre à moitié vide. Quand on regarde autour de nous, au Royaume-Uni, on a des plans très tournés autour de la pompe à chaleur, par exemple. En Allemagne, plutôt sur la mobilité électrique. Ailleurs encore, sur plutôt justement le développement des renouvelables. Mais le côté très intégré qu'on voit en France, c'est relativement unique. On délaisse aucune
aucune de ces solutions, c'est ça ? À la fois, on délaisse aucune des solutions et à la fois, on a quelque chose qui est conçu sur le temps long. Et c'est très important, quand on parle d'énergie, évidemment, de ne pas penser que dans 1, 2 ans, 3 ans. Évidemment, on parle d'échéance 2030, puis d'échéance 2040 et 2050. Et donc, c'est là où il est important d'avoir un plan de bataille digne de ce nom. Bénédicte Genton, vous avez comme ça des avancées concrètes en tête à partager avec nos téléspectateurs, téléspectatrices ? Oui, en effet, on constate que la dynamique est lancée. Donc on l'a vu par exemple sur les véhicules électriques. Aujourd'hui, on a 1 véhicule sur 3 le mois dernier qui était vendu en France, qui est électrique, ce qui représente une forte accélération. On a constaté aussi un boom sur les véhicules électriques d'occasion. Donc ça, c'est très positif. On est aussi le premier marché européen des pompes à chaleur. Après une légère décroissance, ça repart. Et on a aussi des process industriels qui s'électrifient petit à petit dans le verre, la sidérurgie. Donc voilà, c'est lancé. Et comme le disait Clément, on a au niveau politique l'impulsion qui a été donnée, puisque le gouvernement a annoncé ce grand plan d'électrification avec plusieurs mesures, la relance du leasing social pour les véhicules électriques, il y a aussi une offre clé en main pour les pompes à chaleur qui est attendue pour l'automne. Et on a aussi un site internet qui vient d'être lancé, qui s'appelle électrifionsLaFrance.gouv.fr. Et c'est une initiative qu'on avait soutenue à l'Union française de l'électricité, donc on s'en réjouit. Et c'est très pratique, en fait, ça permet d'avoir des données sur comment passer à l'électrique, quelle est la meilleure solution pour moi, pour chaque personne, en fonction de ses besoins, de simuler aussi des coûts, de simuler des aides, de voir si on est éligible. Voilà. Les crises sont des accélérateurs souvent. Je vous écoutais parler de voitures électriques. Il y a eu la hausse du prix du carburant. Là, la canicule, je pense que ça peut être un accélérateur. Aussi, je vais redonner le chiffre que vous nous donniez. Énergie fossile, c'est 56% de la consommation d'énergie finale. L'électricité, seulement 27%. Donc là, on parle de quoi, Clément Leroy ? D'une transformation du système quand même qu'il faut opérer ? C'est vrai qu'au-delà de court-termisme, comme on le disait, on s'inscrit vraiment dans un temps long et donc dans un système qui bascule. Alors ça veut dire plusieurs défis associés à cette bascule. L'électricité, ça a beaucoup d'avantages, on l'a dit, souveraineté, décarbonation, etc. Mais forcément, il y a aussi des challenges associés. Premièrement, ça se stocke pas ou peu, donc ça veut dire que le système va continuer à devoir s'adapter pour amener plus de flexibilité. Ça veut dire, quand on parle des véhicules électriques, à quel moment je charge les véhicules électriques. Mais même pour les entreprises qui ont fait le choix, par exemple, d'avoir des panneaux photovoltaïques, qui se retrouvent avec plus d'électricité et donc elles doivent le remettre sur le marché. Je discutais avec la patronne d'Aérométal, par exemple, qui disait je suis obligé de payer pour remettre l'électricité en surplus sur le marché. Donc il faut quand même, cette question du stockage, elle est quand même assez centrale pour accélérer. On le voit d'ailleurs sur le sujet des heures pleines, heures creuses. Il y a eu besoin de refondre en fait tout le dispositif. Jusqu'ici, heure creuse, c'était la nuit. On faisait tourner à la fois dans le B2B, dans le B2C, l'ensemble des usages. Là, aujourd'hui, on introduit des heures creuses le midi parce qu'on voit qu'avec la production photovoltaïque, on a un excédent. Et donc, plutôt que d'aller chercher des tarifs négatifs, du coup, on va plutôt inciter les Français à consommer à ce moment-là. Ça veut dire aussi de nouvelles offres dans l'après-midi aussi, etc. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que je parlais vraiment d'adaptation de l'ensemble du système. C'est pas juste, entre guillemets, l'épaisseur du trait. J'étais hier à la Grande Assemblée des entrepreneurs au Parc des Princes avec, entre autres, Catherine MacGregor, la patronne d'Engie. Je voudrais revenir sur le temps long, parce qu'on parlait d'infrastructures et de réseaux. Ça prend du temps de construire un réseau, de l'adapter justement à une électrification massive ? Alors, un très bon exemple de ça, c'est les annonces que RTE et Enedis ont fait sur les investissements sur les réseaux, 100 milliards de part et d'autre, donc on parle quand même de montants extrêmement importants, et on parle de plusieurs années, voire dizaines d'années pour aller sur cette cible. Donc c'est vrai qu'on a là une forme de hiatus entre le temps de l'instantané, du politique, du médiatique, où on parle de la canicule, on parle du détroit d'Ormuz, on parle du Covid. Coup, tout le monde se réveille. Voilà, donc on a une fenêtre de tir où on a l'impression que c'est le moment ou jamais. Donc ça impulse, mais si on ne crante pas et si on ne lance pas en fait les bonnes actions, que ce soit d'un point de vue industriel, d'un point de vue des transformations, le soufflet retombe instantanément. Et donc on a le sentiment quand même depuis 2020 maintenant que petit à petit le château de cartes se monte progressivement et que, y compris dans le débat et dans l'opinion publique, en fait, il y a cette vision du temps long qui est en train de s'installer. C'est typiquement le débat sur clim, pas clim. On voit que c'est pas juste pour cet été. En fait, on est sur des investissements pérennes. Donc quelles aides, quelles technologies choisir, etc. Alors justement, Bénédicte Genton, restons en France sur ces défis opérationnels, ces défis d'infrastructures les plus immédiats pour vous.
Alors, pour le passage à l'électricité, on a effectivement plusieurs défis. Le premier, c'est d'accompagner les consommateurs, de leur permettre de passer à l'électricité. Donc, pour ça, il y a le premier défi, c'est d'informer le public, parce qu'il y a encore beaucoup de fausses informations, de fausses idées qui peuvent circuler. Ensuite, c'est aussi, par exemple, il y a des craintes, par exemple, sur les coûts à l'usage ou sur du véhicule électrique. On a peur. Et en fait, c'est très clair maintenant. À l'usage, et même en coût total de possession, pour un ménage, sur l'ensemble de la durée de possession de véhicule, c'est moins cher d'être à l'électrique. Par exemple, pour faire 100 km, c'est à peu près 3 €. Voilà, donc le calcul est quand même assez vite fait. Et pour ce qui est de la pompe à chaleur, c'est pareil. On a fait une étude à l'Union française de l'électricité et on a vraiment constaté qu'on a des baisses de factures. Ça peut aller jusqu'à diviser par 2 par rapport à un chauffage au gaz ou au fioul. Après, c'est vrai qu'il y a quand même cette question du coût d'investissement initial, en particulier pour les ménages modestes. C'est pour ça que c'est important d'accompagner les ménages modestes, d'où le leasing social pour l'achat aux véhicules électriques. Et on attend pour l'automne, c'était une annonce du plan d'électrification, une offre intégrée pour les pompes à chaleur qui permet d'avoir à la fois l'installation, l'investissement et la maintenance, et donc de lisser dans le temps le coût initial de la charge. Voilà. Ensuite, il y a le défi qui a été cité par Clément, d'adapter les réseaux, avec tous ces gros investissements dans les réseaux électriques de transport et de distribution, notamment pour tout ce qui est adaptation aux conséquences du changement climatique, la canicule, mais aussi les tempêtes ou encore les inondations. Et le troisième défi, je citerai le sujet industriel. C'est vrai que l'électrification, c'est des infrastructures, donc c'est aussi un projet industriel pour le pays, avec beaucoup d'emplois à la clé. Aujourd'hui, le secteur électrique, ça représente 600 000 emplois. Et avec l'électrification, on a un potentiel d'augmentation du nombre d'emplois qui est significatif, à la fois dans la production, on a le nucléaire et les énergies renouvelables, et on a aussi des usines pour les usages, que ce soit les pompes à chaleur, les batteries ou encore voilà. Est-ce que tiens, il nous reste 30 secondes. Là, en ce moment, on a la clim qui donne à fond, mais on a quand même un petit peu chaud sur notre plateau. Est-ce que le réseau est mis sous tension, là? Ou est-ce que c'est quand même moins important qu'une grosse journée d'hiver, ce qu'on est en train de... Alors, on a vu tout récemment, vers 19h le soir, au moment où il y a beaucoup de climatisation qui peuvent se mettre en route, on a le mix électrique qui recourt un petit peu aux centrales gaz en ce moment. Mais le réseau, il tient. Pour autant, dans certains cas, on a vu localement au niveau du réseau de distribution, le réseau qui chauffe, et donc il y a pu avoir des coupures de courant, on l'a vu dans certaines situations. Il y a là aussi une adaptation à intégrer. Merci beaucoup à tous les deux, et à très bientôt sur l'antenne de Bismart for Change. C'est l'heure du grand entretien de ce Smart Impact. On va continuer de parler d'électrification avec le directeur général d'Énergie d'ici.